c'est aussi la capacité à regarder sans juger, à écouter, essayer de comprendre et à se dire qu'il faut un peu de tout et que par moment, les gens parlent, disent, font des choses parce qu'ils ne connaissent pas autre chose. Moi, je suis allé dans des endroits au bureau où il y avait un monsieur qui n'avait jamais vu un noir. Et je me rappelle quand on s'est arrivé, il appelait sa femme, Justine, il disait, bébé, viens voir, mais quelle belle bête. Il n'avait jamais vu. Donc, lui, il parlait avec ses tripes. Ce monsieur n'était pas raciste pour un sou. Au contraire, il était impressionné de voir ce grand noir qui arrivait chez lui, là-bas, lui, avec sa petite clope et son sabot accroché pour traiter sa vache de salaire. J'étais très content d'aller dans ces endroits-là parce que je partageais de ce que j'étais, moi. Et je prenais aussi de ce qu'ils étaient, comme j'ai l'habitude de dire, c'était le rendez-vous du donner et du recevoir. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez En Terrain Conquis, le podcast qui donne la parole aux sportifs professionnels d'hier et d'aujourd'hui qui ont aussi conquis le terrain du business. Pour ce nouvel épisode, je reçois un ancien rugbyman retraité des terrains depuis 2017. Deuxième ligne au parcours incroyable, il a beaucoup voyagé dans la France du rugby, d'Aurillac à Montpellier en passant par Perpignan. Il représente aujourd'hui les joueurs professionnels en tant que président du syndicat Proval. Je reçois Robin Chalewachou. Bonjour Robin. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, un peu fatigué, quelques petits soucis de dos, vestiges de notre carrière, mais sinon tout va bien. Les suites d'une carrière bien remplie. Robin, merci d'avoir accepté mon invitation dans En Terrain Conquis. Je suis très heureux de te recevoir et de pouvoir présenter ton parcours fascinant, à la fois sur et en dehors du terrain. Si tu veux bien, je vais d'abord synthétiser ta carrière sportive. Je t'en prie. Et si je me trompe, n'hésite pas à me renvoyer dans mes 22. Soit. Pas trop fort, parce que je fais pas le poids quand même, face à un colosse tel que toi. Alors, tu découvres le rugby très tard dans ton pays natal, le Cameroun. Et tu arrives dans le rugby professionnel en Pro D2 à Aurillac en 2005. Tu as 22 ans. Tu fais un an dans le Cantal, puis tu rejoins le club de Gaillac. Un an, là encore, et à l'issue de cette saison 2006-2007, tu es recruté par le FC Auch, qui vient de monter en top 14. Un an, pas plus. Puis tu rejoins la capitale, le Stade Français. Une petite saison. Et là, tu commences à en avoir marre de défaire les valises. Donc, tu t'installes à Perpignan, le champion de France en titre. Tu y restes 4 ans. Et tu joues une finale de top 14. Puis en 2013, tu quittes l'USAP et tu signes à Montpellier, ton dernier club, puisque après 4 saisons de bons et loyaux services au MHR, tu mets fin à ta carrière en 2017 à 34 ans, après 12 ans de rugby professionnel derrière toi. Est-ce qu'on est bon ? On est bon, à quelque chose près. À quelque chose près. Si on est bon, permets-moi de m'arrêter un peu plus longuement sur ce qui t'a amené au rugby. Car faire une carrière de rugbyman professionnel, ça n'a rien d'évident quand on est grandi en Afrique subsaharienne. Tu es donc né à Tchang, ce que je prononce bien, une ville moyenne de l'ouest du Cameroun qu'on pourrait comparer en termes de nombre d'habitants à Perpignan. Wow, sinon un peu plus petit même, oui, c'est ça. Et dès le début, il y a quelque chose qui te distingue des autres. Alors tu vas trop bizarre, mais c'est tes yeux verts émeraude qui mettront en émoi bien des jeunes filles du sud de la France. Est-ce que cette couleur-là, elle est assez rare quand même dans cette zone géographique ? Elle est le fruit d'un quelconque mélange dans ta famille ? Ah, peut-être, j'ose croire que c'est le cas, mais dans l'ouest du Cameroun, la région de laquelle je suis originaire, on la retrouve. Ah oui ? Beaucoup de jeunes gens, hommes et femmes avec des yeux verts ou bleus aussi. Eh bien dis-moi, vous en avez de la chance. Tu grandis donc dans cette belle ville de Tchang et je trahis rien en disant que tu ne prévoyais pas de faire carrière dans le rugby dans tes jeunes années. C'était quoi tes rêves et tes ambitions à l'époque ? J'avais pour ambition à l'époque soit d'être professeur d'université de droit comme mon regretté oncle qui était agrégé de droit ou de faire une carrière dans les armées. Voilà, c'était les deux choses qui me passionnaient à l'époque. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais ton sport de prédilection à la base, c'est le basket. Alors déjà, est-ce que tu étais plutôt shooter à 3 points ou guerrier de la raquette ? Plutôt guerrier de la raquette. Et comment tu bifurques ensuite vers ce sport méconnu qu'est le rugby en Afrique ? Mais je perds tout simplement un pari. Il y avait un Italien, un expatrié qui jouait au rugby et qui passait par là, Andrea Ganzetti, et qui, en passant à peu près les terrains de basket, nous a lancé le pari suivant lequel on ne pouvait pas jouer au rugby, bien qu'on soit grand. Et en fait, on perd ce pari et je me retrouve en train de faire un toucher. Et il y a un truc, la magie opère et je m'y plais. Je reviens le mercredi d'après et voilà. L'histoire commence comme ça. Et alors, je crois que tu as même joué à 7. Exactement. Alors, comment, avec un grand gabarit comme ça, on joue à 7 ? Le basket m'avait donné une certaine dextérité et je me déplaçais plutôt pas mal pour mon poids.
Donc, chemin faisant, on m'a fait jouer à 7, je me suis régalé, il y avait des espaces et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à faire la compétition à 7. Il paraît que tu t'étais mis en tête de lire un maximum de choses sur le rugby pour bien appréhender la chose. Oui, on va dire que c'est mon côté un peu acharné. Quand je fais quelque chose, je veux aller au bout. Et n'ayant pas eu la chance de faire une école de rugby, commencer trop tôt, je me suis dit, le seul moyen pour toi, c'est de lire, de regarder un peu tout ce qui se fait. Et voilà quoi, il faut travailler un peu plus que ceux qui ont commencé à jouer à 5, 6, 7 ans quoi. Comment t'arrivais au niveau de la pratique? C'est pas un sport qui est très développé en Afrique, moins que le football du moins. Comment c'était le rugby au Cameroun? Au Cameroun, il y avait une centaine d'équipes, il y avait 2 divisions. Quand même. Oui, et toutes les équipes étaient un peu accompagnées par des expats qui étaient là. Je pense à des gens comme René Lège, il y avait Jean-Rémy Martin, il y avait le défunt président Simon Mambagna. Il y a eu comme ça des gens qui ont contribué beaucoup à la promotion, à la vulgarisation du rugby au Cameroun. Il y avait des missionnaires dans le nord du pays, à la frontière avec le Tchad. Donc on s'est retrouvés un peu comme ça, avec une centaine d'équipes. On se retrouvait et quasiment tous les week-ends, il y avait un match. Et ça jouait, il y avait un apprentissage comme ça qui s'est fait. Il y avait Jean-François Turon aussi, dans le littoral. Et ambiance en fait, si vous voulez. La magie du rugby qu'on retrouve un peu dans le sud-ouest, c'est faite entre ces différentes personnes. Elles ont décidé de structurer, de créer une fédération, de permettre aux jeunes gens du pays de jouer au rugby. C'est vraiment comme ça que ça s'est fait. En 2005, c'est la bascule pour toi, tu prends une grande décision. Partir tenter l'aventure en France. Qu'est-ce qui te décide et comment tu te retrouves à Aurillac? Mais l'histoire est simple, c'est même pas moi qui décide, on va dire que c'est le sort qui a décidé pour moi. On va faire un tournoi de rugby à 7 en Tunisie. Je joue, je me régale, on prend du plaisir. Et en fait, j'ai joué contre Jawa Désir, qui était joueur à Aurillac, qui jouait dans une équipe nationale en face. Il y avait un agent de joueur aussi qui était présent. Et à la fin du match, on rentre à l'hôtel, il y avait une petite soirée. Comme tout jeune de mon âge, il me tardait de sortir faire la fête. Et mon téléphone sonne en chambre, on me dit, il y a quelqu'un qui veut te parler. Alors moi, je me dis, qui me connaît en Tunisie, c'est la première fois que je sors de ma terre natale. Et monsieur me dit, écoutez, je vous ai vu jouer, je pense que vous pouvez faire une carrière. Alors je rigole, je dis écoutez, si ça vous plaît, ouais peut-être. Alors, il me donne ses coordonnées, je donne aussi les miennes. Je rentre et quelques semaines après, mon téléphone sonne. Michel Pêche-Lestrade et Christian Millette qui se présentent et qui me disent écoutez, on a entendu parler de vous, on aimerait bien vous signer comme joueur. Alors je dis écoutez, je ne sais pas trop de quoi vous me parlez. Et c'est comme ça que je donne le contact de René Lège qui à l'époque était coopérant, il travaillait dans une société de la place. Et ce dernier me rappelle à minuit en me disant ça y est, j'ai signé un contrat pour toi, tu es professionnel et je vais cet été pendant mes vacances aller visiter ton appartement et ton futur club. Et j'ai appris après que Jawad, lorsqu'il est rentré à Aurillac aussi, a dit à son entraîneur écoute, j'ai vu quelqu'un là-bas, je pense qu'il ferait l'affaire. Donc, c'est vraiment un concours de circonstances heureux. C'est Dame Nature qui a plutôt décidé ce qui serait la suite pour moi. C'était magnifique. Quel était ton sentiment toi au moment de signer un contrat de rugbyman professionnel? Aucun, parce que je n'avais ni la notion, ni la mesure, je ne prenais même pas la mesure de ce qui se passait. Surtout que j'ai eu le privilège d'arriver dans un club, on va dire, famille. Parce que quand j'arrive à Aurillac, il y a Michel Pêche-Lestrade, il y a son petit-neveu, il y a Christian. On est vraiment couponnés. Et je le dis toujours, j'ai appris à être professionnel en jouant au rugby. Tu arrives la même année qu'un autre Camerounais, Arsène Nomo. C'est ça. Et il y avait également un joueur d'origine camerounaise à Aurillac, Olivier Missou, parce que ça a facilité les choses et permis que tes coéquipiers te regardent moins comme t'es un extraterrestre. Oui, non. Je pense que le fait d'être arrivé avec Arsène aussi a permis de gérer la notion de... Il y a quelque chose que les gens ne mesurent pas lorsqu'ils parlent du départ ou de l'immigration. Quand on part, on abandonne tout. Les gens ne se rendent pas compte souvent ce que ça représente. Et quand je suis souvent les débats qu'on peut avoir autour de l'immigration, les gens ne mesurent pas ce que ça représente en termes de rupture, de traumatisme, de perte. Le fait de partir et d'abandonner en fait tout ce qu'on a comme repère, on s'éloigne d'une famille. Et c'est pas comme aujourd'hui où il y a WhatsApp, où on peut appeler. À l'époque, il fallait aller dans une cabine téléphonique en face de la poste pour appeler le pays, prendre des cartes. Non, mais c'est vrai. On abandonne sa famille, sa routine, tout ce qui fait que tu es toi au quotidien et qui te permet de vivre et de te projeter pour te lancer dans l'inconnu. Oui, parce que grand changement, forcément. Et à tous les points de vue, puisqu'on peut dire que par exemple la météo à Tchang et à Aurillac, c'est pas tout à fait la même. Tu perds quelques degrés, surtout en décembre, en janvier. Comment tu as vécu cette adaptation dans ce territoire rural du Cantal? Là, par contre, ça a été une très belle surprise parce que il fait froid à Aurillac, mais les gens ont le cœur chaud là-bas. Je me suis super bien acclimaté. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Je me suis retrouvé à Saint-Fô, à Morse, chez mon amie Christine Oliveau et sa maman qui nous faisait à manger le week-end. On allait chez Néné à côté, derrière le palais de justice.
Non, j'ai fait de très belles rencontres humaines, mais surtout, j'ai appris à aimer le terroir. Les gens me disent souvent comment est-ce que tu connais la France aussi profonde et pourquoi tu en parles aussi passionnément. Je dis, écoutez, c'est parce que durant ma carrière, les premiers clubs que j'ai faits, c'était les clubs de clochers. C'est ça. Et les gens échangeaient au bar du coin, les gens parlaient, on allait tuer le cochon. Les gens partageaient tout ce qu'ils avaient. Et ça s'est super bien passé pour nous aussi, à la fois sur le terrain comme en dehors, parce qu'il y avait un climat, je dirais, c'est un grand village gaulois, Aurillac. À l'époque, la Pro D2 est moins médiatisée que maintenant. Est-ce que tu as vu, entendu ou subi des commentaires des fois déplacés, ou voire même racistes durant tes années de Pro D2 ? Je pense qu'il y a dû en avoir, mais j'ai pas. Une fois, on était allé jouer à Tyros. Je pense que c'est la seule fois où j'avais eu un petit écart de comportement. Je dirais que j'ai eu la grande chance, et je considère ça comme étant un privilège, que dans tous les clubs dans lesquels je suis passé, ceux qui m'accompagnaient, ceux qui étaient avec moi, même si ce climat-là, ou même s'il y avait des racistes, ils ont tout fait pour me préserver de cela. Et je pense qu'il faut le dire, comme on le dénonce aussi au moment de racisme. Mais j'ai vraiment eu la chance à ce moment-là. Les gens qui m'ont entouré ont été bienveillants. Au niveau des coéquipiers, des entraîneurs, du staff, des bénévoles autour, ils ont veillé justement à ce que nous soyons préservés de cela. Et que le regard critique qu'on pouvait porter sur celui qui vient de loin n'influe pas ou ne nous mette pas mal à l'aise. En revanche, du fait de l'absence des caméras, tu as dû voir quelques échauffourées sans filtre à l'époque du Pro D2. Toi qui étais plutôt un intellectuel, tu t'es pas dit, moi je suis arrivé chez les fous, chez les sauvages. Ah non, quand on dit être ouvert d'esprit, parce que moi je fais le grand distinguo entre être éduqué, être lettré, avoir ce que j'appelle l'intelligence du cœur, c'est aussi la capacité à regarder sans juger, à écouter, essayer de comprendre et à se dire qu'il faut un peu de tout et que par moments les gens parlent, disent, font des choses parce que ils ne connaissent pas autre chose. Moi, je suis allé dans des endroits au bureau avec Jean-Louis Rocher, paix à son âme, où il y avait un monsieur qui n'avait jamais vu un noir. Et je me rappelle quand on s'est arrivé, il appelait sa femme Justine, il disait bébé, viens voir, mais quelle belle bête. Incroyable. Ouais, il n'avait jamais vu. Donc, lui parlait avec ses tripes. Ce monsieur n'était pas raciste pour un sou. Au contraire, il était impressionné de voir ce grand noir qui arrivait chez lui, là-bas, lui avec sa petite clope et son sabot accroché pour traire sa vache de salaire. J'étais très content d'aller dans ces endroits-là parce que je partageais de ce que j'étais, moi. Et je prenais aussi de ce qu'ils étaient, comme j'ai l'habitude de dire, c'était le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, on traverse une époque particulière aujourd'hui où on se demande est-ce que c'est la fin d'un cycle, est-ce que c'est une véritable crise identitaire. J'ai la faiblesse de dire souvent que l'Afrique m'a fait. J'y suis né au Cameroun et j'assume et j'en suis très fier. Mais la France m'a parfait. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, je dois ça au rugby. Je dois ça à tous les clubs qui ont eu le plaisir de m'accueillir dans les villes. Je dois ça à tous les gens que j'ai croisés durant mon parcours parce que l'essentiel de ma vie n'est fait que de rencontres humaines. Ils ont cru en ce que je pouvais faire. Ils ont vu ce qu'il y avait de bon et de beau en moi. Pourtant, par moments, j'en doutais. Tout simplement, au regard de mon âge, j'avais les abeilles ou encore le bourdon. Et moi, c'est ça que j'ai envie de retenir lorsque je pense au rugby, à la France profonde et aux différents clubs que j'ai croisés. Aurillac est relégué en Fédéral 1 et tu retrouves un club de Pro D2, le Promu Gaillac. Vous faites, vous les joueurs, l'exploit de vous maintenir sportivement, mais le club est rétrogradé pour des raisons financières. J'ai lu que les salaires n'étaient pas toujours versés aux joueurs. Tu n'es pas encore investi avec Proval à ce moment-là, mais est-ce que cet épisode-là t'a marqué, peut-être t'a donné envie de défendre le statut des joueurs ? L'exemple de Gaillac, il est parlant. Parce que autant il y a eu des difficultés financières, autant il y avait un président incroyable qui aurait donné tout ce qu'il avait pour les joueurs. Hubert Moyon. C'est un monsieur, c'est un homme incroyable. Il a fait ça avec ses tripes, il a fait ça passionnément. C'était l'occasion pour moi de rencontrer aussi un autre monsieur qui a beaucoup compté dans ma carrière, Alain Gaillard. Petit bout d'homme avec un beau caractère bien trempé et qui était capable de te parler et de te pousser à les fameux discours d'avant-match. Oui, tu faisais des choses grâce à lui que tu n'imaginais même pas être capable de faire grâce à Alain. Donc, mais par contre, mon élan, on va dire mon ADN de syndicaliste arrive en fait avec Aurillac. C'est avec Aurillac que j'ai eu mes grands débuts et aussi ma plus grande douleur parce qu'on se sépare dans la douleur. Avec Christian, il est aujourd'hui avec qui on s'est rabiboché. Le club me fait un procès et à l'époque, au regard des rémunérations qu'on avait, je ne pouvais même pas me payer un avocat. Et c'est Proval en fait qui assure ma défense, avec Romuald Palao qui était avocat à l'époque et qui était ancien salarié du club, qui était avocat. Et donc c'est le syndicat qui prend tous mes frais et qui assure ma défense pour que je puisse continuer ma carrière. Et oui, en fait c'est ça l'histoire. Et à partir de là, je me suis dit que je devais quelque chose en retour
à ce syndicat. Et je n'avais pas du tout l'ambition de faire une carrière de... Oui, parce que tu te doutais peut-être pas qu'il y avait même ça. Exactement. Et c'est à partir de ce moment-là que je commence à m'impliquer, à être correspondant, à rentrer. Et je parlais de rencontres humaines. Je rencontre ici, à l'époque, comme dirigeant, c'était Sylvain Dereux. Monsieur incroyable, avec une tête bien faite, une bonne colonne vertébrale, des convictions, et organise un séminaire à Saint-Cyprien. Et c'est à partir de là vraiment que je me projette en me disant il faut que je fasse quelque chose dans ce syndicat. Tu retrouves un nouveau club après Gaillac, Auch, champion de Pro D2 qui monte en top 14. Ça devait déjà être pour toi une forme d'accomplissement d'en arriver là avec ton parcours, sans avoir fait les centres de formation, tout le cursus classique. Là, tu arrives au plus haut niveau. Ah, là, Auch, alors, c'est pareillement, c'est une histoire. Je rencontre Antoine Batute, on a un club qui est incroyable, le Père Broncan, on a une cité Gascogne avec un club incroyable. Je rencontre le fils, Henri Broncan, qui me rappelle que durant une séance de physique sur les bords des rives là-bas, je suis fatigué, et qui me regarde dans les yeux et me dit « Mais Robin, redresse-toi. Tu penses qu'il y a beaucoup de Noirs qui ont eu le plaisir de porter ce maillot? Tu n'as pas le droit d'être fatigué. Cours. » Ça t'avait reboosté ça. Mais oui, mais parce qu'il avait raison. Il avait raison. C'était ça aussi partout. J'arrivais dans un club et il y avait juste les liés à l'époque qui étaient passés par là et il te dit mais attends, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le droit de baisser. Pour toi comme pour tous ceux qui vont passer après toi. Cours. Et voilà. Et je rencontre des agriculteurs, des fermiers à côté. On vit avec le bar là où on joue aux cartes. Voilà. C'est une vie, je disais toujours, c'est une vie à la fois d'insouciance et de passion. Parce qu'on se viandait le week-end, quand on rencontre Toulouse avec Fabien Pelouse en face ou encore Biarritz avec Serge Bétienne qui jouait, on donnait tout ce qu'on avait dans les tripes. Et après, il y avait la fameuse troisième mi-temps. Est-ce que le changement de niveau entre la Pro D2 et le Top 14, encore plus à l'époque, c'était autant un monde qu'on le disait? Oui. Je pense qu'il y avait une telle disparité déjà en termes de moyens, en termes de structuration et de moyens qui faisaient complètement la différence. Moi, quand je pars de Auch pour le Stade français, j'arrive sous les ors et Max Guazzini, emblématique président. Pour moi, c'est le nirvana. Mais autant il y avait cette disparité en termes de moyens, autant il y avait quelque chose qu'on retrouvait partout dans ces clubs. Il y avait une âme, il y avait une ADN. Les fameuses valeurs. Et c'est même au-delà des valeurs. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui faisait que chaque fois quand tu rentrais dans un club, tu rentrais dans une sorte de confrérie. Et ton passage initiatique, c'était ta capacité à donner tout ce que tu avais, le meilleur de toi-même et de te surpasser pour le club et pour les copains. Une fois que tu avais donné ça, tu étais... Voilà, tu étais adoubé. Et l'aspect pécunier, bien que important, arrivait, il était là, mais sans être là, parce que le plus important, c'était d'abord de prendre du plaisir. Je termine la saison dernière. Nouvelle descente, la 3e en 3 ans pour toi. Et là, c'est un très gros qui t'appelle, tu en as parlé, le Stade français. Toi qui n'avais connu que les petites villes du terroir, la course au maintien, la gestion familiale des effectifs. Là, c'est changement total à tous les niveaux, non? Ah là, moi je me rappelle parce que en plus je me fais mal au genou. Je vais à Cap-Breton avant d'arriver. Je rentre dans ce grand club, Marconnet, Roncero, que des stars. Le fameux calendrier des dieux du stade. Et un homme, Max Guazzini, unique, original, distingué, avec une intelligence du cœur comme on n'en trouve pas ailleurs. Et je suis fasciné. Je suis fasciné par l'homme, je suis fasciné par le club. Et en même temps, c'est très dur pour moi parce que je rentre aussi dans un écosystème qui peut te faire briller comme qui peut te broyer. Je découvre vraiment aussi l'envers du décor. Et oui, parce qu'il y a aussi la concurrence, forcément. Avec forcément. Un club comme ça. Tu joues pas beaucoup. Il y a même un Stade français Perpignan au Stade de France en janvier. Ta première fois au Stade de France. C'est ça. Et tu rentres pas. Voilà. Et tu demandes à résilier ton contrat pour partir en fin de saison. Qu'est-ce que tu gardes au final de cette expérience parisienne? Elle m'a permis de grandir. Je pense que c'est peut-être ça qui m'a permis vraiment de basculer, de sortir de cette insouciance que j'avais et de basculer, de devenir vraiment un joueur professionnel. Mais surtout, j'ai rencontré des hommes. Aujourd'hui, Pierre Abadan et tous les autres, j'ai eu la chance et le plaisir de jouer avec. Et la bascule pour Perpignan aussi s'est effectuée là parce que quand je décide de rompre mon contrat d'ailleurs, on est en vacances et je rentre au Cameroun. Et ça se fait pendant que je suis au Cameroun, je reviens signer mes papiers. Et je me rappelle ma famille, ma mère qui me demande « Mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Je lui réponds en disant « Mais ce que j'ai tout fait, je vais me relever et avancer, tout simplement. » Il y avait cette histoire folle de reconversion en pilier droit.
Exactement, oui, j'ai fait quelques matchs en pilier. Lui, Néné, de par mes aptitudes et mon physique, il avait la ferme conviction. Aujourd'hui, je ne sais pas, ou à tort ou à raison, que je ferais un très très bon pilier droit. Il avait cette conviction. Et on m'a appelé aux alentours d'une séance de muscu en me disant mais vraiment qu'on allait me passer comme pilier droit. Il fallait que j'accepte tout. Et j'avais dit oui, parce que bon, tu as envie de jouer, tu as envie d'avancer. Et vous savez, la solitude d'une prise de décision comme celle-là, surtout quand on est professionnel et quand on est jeune, est incroyable. Parce que vous avez un agent qui vous accompagne, vous signez votre contrat, après vous êtes seul. C'est pour ça qu'à la fin, chaque fois dans mes discours en assemblée générale, je dis toujours aux joueurs, n'oubliez pas quelque chose. C'est vous qui faites tout ce qui est autour. C'est vous qui faites l'agent. Vous qui faites votre rémunération. C'est vous qui faites le championnat. C'est vous qui faites les clubs, pas l'inverse. Moi, quand j'avais lu ça, ça m'a paru incroyable parce qu'à tel niveau, changer, se mettre à pousser des mêlées qu'on n'a jamais poussé, avec les cervicales, tout ce que ça implique et tout ça, c'était... Oui, peut-être qu'il avait raison, vous savez. C'est pour ça que je dis que j'ai découvert une gestion. Ils ont un effectif, il faut qu'ils tirent le meilleur de cet effectif-là. Alors, ils s'imaginent, ils regardent où est-ce qu'ils peuvent te mettre pour tirer le meilleur de toi-même. Donc, sur ce plan-là, je serai entièrement toujours reconnaissant au Stade Français de m'avoir permis de pouvoir basculer. Et je profite aussi de l'occasion pour dire merci à tous ces coéquipiers qui m'ont soutenu. Parce que c'est pas facile de faire des stages, de ne pas jouer, de bouger. Ils ont été conciliants. Alex Savigny, le médecin du Stade Français, qui a toujours été bienveillant avec moi, qui a toujours été marrant. Il nous a aidé à relativiser la chose. Voilà, lui dit merci et aujourd'hui encore on se côtoie, il prend encore soin de moi aujourd'hui en tant que Toubib, donc je profite de l'occasion pour lui dire merci. Et donc retour dans le sud de la France, à Perpignan, ton 5e club en 5 ans. Est-ce qu'à ce moment-là tu te dis c'est bon, j'ai vu pas mal de pays depuis mon arrivée en France, je vais peut-être poser ma valise un petit peu là, pas la réouvrir dans quelques mois? Non, même pas, parce que quand je me rappelle, quand mon agent m'appelle en me disant on va à Perpignan, je lui dis où? Il me dit à Perpignan, je dis mais c'est où Perpignan? Et j'arrive, je tombe chez Paul Gauze. Première entrevue, il me regarde, il me dit « Toi, tu fermes ta grande gueule parce que je suis plus lourd que toi. Est-ce que tu colles les marrons ?» Et alors moi, je regarde, je me dis « Mais où est-ce que je suis tombé ?» Et c'est vrai que quand on voit Paul pour la première fois avec son côté abrupt, on en oublie même toute la finesse et l'intelligence de ce monsieur. Et là, je ne poursuis même pas la réunion. Je descends la buvette en bas où je croise Benoît Brazès et autres. Je laisse discuter là-haut. Et Jacques Brunel arrive, première fois que je le rencontre, il me dit « Écoute, il y a une place, si tu veux jouer, tu mouilles le maillot et tu vas jouer. » Voilà, il me présente la chose comme ça. Et c'est comme ça que mon histoire avec Perpignan commence. Et elle dure encore jusqu'à aujourd'hui parce que le pays catalan, le peuple catalan m'a offert, je pense que il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de valeur sur ce que ce pays m'a offert, sur ce que ce club m'a donné. Alors il y a un mythe sur les Catalans, il se dit que parfois les Catalans aiment bien rester entre eux, notamment dans un vestiaire. C'est dur de pénétrer un petit peu leur univers. Il y avait un gros noyau de purs Catalans, lui, ça. Est-ce que toi tu as ressenti ça? Ah oui, non, quand je suis arrivé, je me rappelle, David Marty dans un coin, j'arrivais de Paris, le petit col V, je me passais la crème dessus et il m'appelait Blanchette. Il me disait, regarde, oh Blanchette, qu'est-ce que tu as? Et en fait, quand tu arrives, quand tu ne connais pas, je trouvais cela raciste, mais pas du tout. C'est qu'ils sont tellement conscients de l'historique et du poids de ce club qu'ils considèrent que toute personne qui arrive doit à minima être conscient du privilège qu'il a de porter ce maillot et de s'asseoir dans ce vestiaire. Et je dis, ah oui, moi, pour voir ce que ça représente, pour en avoir discuté avec Pompon qui était au fond du vestiaire, je peux dire, c'est un privilège que de porter ce maillot, c'est un privilège que de jouer à Aimé Gérald. C'est un privilège. Et demain, j'y suis. Je pense que je me comporterai exactement comme eux pour rentrer, pour t'asseoir autour de la table. Il faut montrer que tu le mérites. De là, il y a une très belle amitié avec Nicolas Mas. On a continué à Montpellier ensemble, avec Pedro et tout. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, quand on se voit tous, on est très contents de se voir parce qu'on a vécu une très, très belle histoire. On dit aussi que le public catalan est chaud, voire un peu zinzin, un peu foufou. Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier, une anecdote avec ce public que tu retiendrais plus que les autres qui t'a marqué? Oui, mais là, moi, je pense que dans mon cas, c'est la fameuse bagarre avec Udmore, où tout ce stade se met à scander mon nom. C'était jamais arrivé, je pense, dans une carrière de joueur, quand un temple comme celui-là se met à scander ton nom, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse te faire. Aujourd'hui, j'ai mon nom sur le mur des légendes là-bas. C'est le plus beau cadeau qu'un club puisse te faire. C'était quoi le contexte? Mais clairement Perpignan, Udmore fait un peu à sa façon, un plaquage à retardement sur Jérôme Porical, et j'arrive, et de là, une belle petite bagarre déclenche entre lui et moi, et le stade qui a du tempérament, qui a une certaine ADN, écoute, m'a plutôt soutenu. T'as l'impression d'être un boxeur presque. Ah ben oui, c'était un grand et un beau moment. C'était un grand et un beau moment. Tu restes 4 ans à Perpignan, tu joues même une finale de top 14, perdue contre Clermont justement.
Est-ce que ce match au Stade de France, malgré la défaite, il reste pour toi le plus grand moment de ta carrière? Il y en a deux, moi. Il y a cette finale, contre Clermont, où effectivement on arrive et je pense que c'était pas notre jour. Il fallait que Clermont gagne. Même les dieux voulaient que Clermont gagne. Je pense que je mets vraiment du temps à m'en remettre. Et il y a le match de quart de finale de Coupe d'Europe à Montjuïc. Contre Toulon. Contre Toulon. Où il y a ce stade qui chante les stacks en pays catalan. Et voilà, c'était incroyable. C'était l'ambiance. Incroyable. Ah mais incroyable. Incroyable. Il faut le voir pour le croire. C'était incroyable. Donc après ça, Perpignan décline. Et toi, tu as le flair de sentir que ça tourne pas très bien. Et tu choisis de partir et d'aller à Montpellier. Le Montpellier de Fabien Galtier, un personnage un peu particulier, dit-on, qu'on dit aussi très exigeant, parfois très dur. C'était ça, Fabien Galtier, pour toi? Ah oui, Fabien, c'est lui qui m'a fait signer au Stade Français. Après, il s'en va. Et à l'occasion d'une nuit de rugby, pour la petite histoire, comment est-ce que je signe à Montpellier, il passe entre les tables, il me prend par la main, il me dit, écoute, il faut que tu viennes à Montpellier. L'histoire qu'on a commencé, on ne l'a pas terminée. Et voilà comment ça se fait. Ah, c'est extraordinaire. Ah oui, et ça t'a touché, je pense. Ah oui, c'est comme ça que ça se fait. Donc je rentre et j'appelle le directeur général de l'époque, il m'appelle, on discute. Et durant notre échange, il me dit, tiens, on a essayé de contacter Nicolas Mas, il ne veut pas venir et tout. Je dis, ah oui, ah bon? Il me dit, oui, écoute, je te rappelle. J'appelle Nicolas Mas qui était en équipe de France en chambre. Je dis, écoute, Bus, je pense que je vais aller à Montpellier. Et toi, il me dit, oui, ils m'ont appelé, mais tu sais, ça ne me tente pas trop. Je lui dis, écoute, j'y vais. Il me répond, mais si tu y vas, moi j'y viens aussi. Je dis, ok, il me dit, ok, il raccroche. J'appelle, je dis au directeur, au DG de Montpellier, Nicolas Mas, il me dit, non. Je dis, mais si, je viens de l'avoir au téléphone. Lui aussi, il vient. Magnifique. Et voilà comment l'histoire se fait. Et finalement, ça se passe plutôt bien. Tu joues dans un club ambitieux qui atteint les demi-finales la première année. Et la deuxième saison, elle est particulière pour deux raisons. La première, tu es élu président de Proval, le syndicat des joueurs, 4 ans après avoir rejoint le bureau de l'association. Et la seconde, c'est cette situation assez incroyable à Montpellier avec un début de saison très mauvais et très dur et des relations qui deviennent glaciales entre le président Moed Altrad et le coach Fabien Galtier. On les voyait s'éviter du regard lors des matchs, c'était un peu bizarre quand même. Fabien, c'est quelqu'un qui est entier. Il faut lui donner, il demande le meilleur de lui-même. Et en face de lui, il avait un homme aussi qui, certes, n'est pas expressif, parce que le président Moed est plutôt taciturne, c'est plutôt un tracé plat, mais attendait beaucoup aussi. Et je pense que comme toute belle histoire d'amour, leur histoire d'amour est arrivée à terme. Et il fallait juste trouver un moment pour en sortir. Pour remplacer Galtier, Moed Altrad choisit Jack White. Et forcément, toi qui étais attaché à l'affect, qui avait connu des coachs proches de leurs joueurs, tu l'as dit, Alain Gaillard, Jacques Brunel, tu ne pouvais pas y trouver ton compte avec Jack White. Non, avec Jack, c'était très clair, juste parce que j'ai joué avec Jack White. Hein. Au début, j'ai trouvé mon compte. Ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que Jack White, effectivement, ce n'était pas l'affect, c'était un calcul, des ratios. Il est arrivé, il estimait qu'il fallait des joueurs colosses pour concasser les mecs, il fallait des Golgoth avant. Il avait une stratégie, il a fait venir les joueurs qu'il voulait. Et l'avenir lui a donné tort parce que ce n'était pas une approche pour construire un club de façon durable. Pour gagner rapidement, oui, mais de façon durable, ce n'était pas le cas. Je pense aujourd'hui, avec le recul aussi, que ma fonction n'a pas aidé. Parce que je me rappelle lorsqu'il y a eu le fameux dossier stade fusion ou dissolution du Stade Français par le Racing, quand je lui ai annoncé que je partais à Paris pour 3 jours, on était le mercredi, il me dit Robin, tu sais que si tu pars, tu ne joueras pas d'un moment. Petit coup de pression. Oui, je suis parti. J'assume. Et effectivement, il ne m'a pas fait jouer d'un moment quand je suis revenu. Le frigo, quoi. Voilà. Donc, c'est son droit en tant qu'entraîneur, il n'y a pas de souci. Mais pareil, je pense que oui, je n'avais pas trouvé peut-être cet affect que je pouvais avoir avec Fabien, qui savait te parler, qui savait être exigeant, mais qui savait aussi te caresser d'une main. Et on avait là quelqu'un qui arrivait et qui voulait gagner tout de suite, qui avait une vision. Et c'était voilà. Moi, je dis toujours, il faut être objectif. Il faut respecter les choix d'un entraîneur, c'est tout ce que j'ai dit. L'entraîneur entraîne, le joueur joue, le dirigeant dirige. Et si tu n'es pas capable de respecter ça, prends la place du coach. Tu restes à ta place et c'est dur par moments, c'est frustrant et c'est pour ça que chaque fois quand j'étais 23e, 24e, j'ai toujours fait mon job parce que j'estimais qu'on était grassement payé pour ce qu'on faisait et la moindre des choses c'était aussi de pouvoir subir un peu l'adversité qu'il y avait derrière. Il faut être rationnel, on ne peut pas avoir que les bons côtés d'une position, ce n'est
À part si, voilà quoi, on est le fils de Zeus, je pense que c'est pas possible. La vie, c'est pas ça. De ce qu'on lisait, il y avait aussi un climat de tension entre les francophones d'un côté, les anglophones de l'autre, alors principalement sud-africains d'ailleurs, Oui. avec des réunions et des entraînements qui se faisaient en anglais, par exemple. C'était l'excès de ce qui se pratiquait dans le top 14 avant l'instauration des quotas de joueurs, les fameux GIF imposés par la Ligue. Oui, c'est comme tout. Je crois, à la fin, on a basculé dans un extrême. Et justement, vous savez, l'essence de la vie, c'est une question de juste proportion, d'équilibre. Et je pense que là, on avait basculé, il n'y avait plus d'équilibre. Parce que quand vous arrivez dans un club comme Montpellier, qui avait connu du Fabien Galtier, du Béchu et l'historique du club et autres avec François, Fufu et autres, on avait basculé complètement à l'autre extrême. Et ça, on en a payé le pot cassé au bout d'un moment. Et la saison 2016-2017, elle est la dernière de ta carrière. Mais ça, tu ne le sais qu'à la toute fin, dans des circonstances particulières, brutales. Est-ce que tu peux raconter cet épisode invraisemblable ? C'est simple, hein, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On gérait un peu le départ de François, de Fabien Galtier et tout ça. On était en pleine reconstruction. Et j'ai toujours gardé ce message que j'avais où, au bout d'un moment, on veut même provoquer l'échange avec le président. Il n'y a pas de retour. On sentait qu'il y avait quelque chose qui se tramait à fond. Hein, le fameux barbecue dont on parlait en fin de saison. Et on apprend dans l'équipe la liste des joueurs. En pleine soirée. Qui sont justement remerciés. Bon. Et comme j'ai toujours dit, la façon était détestable. On peut, et c'est libre à un dirigeant de garder les joueurs ou pas, mais la façon était détestable. Maintenant, dans un pays de droit, on respecte la convention, les contrats, on les intéresse les uns et les autres. Ce qui m'a fortement opposé à mon président à l'époque, c'était ça. Parce que j'ai toujours dit que je ne critiquerai jamais parce que j'ai beaucoup de respect pour les présidents de clubs. Parce que ceux-ci mettent de leur temps et de leur argent dans les clubs. Mais ça s'est vraiment passé comme ça. Vous étiez en train de faire cuire des merguez et des je suis allé à la maison. Pantrèches. Je suis parti du stade, je suis allé prendre un truc à la maison et de là, je reçois un appel et ouais, écoute, tu as vu le truc dans la presse? J'ai dit non, on m'envoie l'article. Et là après, c'est déferlante quoi. Voilà, quoi. Antoine rapplique chez moi avec les autres joueurs, on se parle et la bombe est lâchée quoi. Tu aurais bien joué une année de plus. Mais cet épisode et plus globalement l'ambiance spéciale dont tu as parlé à Montpellier les 2 dernières saisons, t'ont, je cite, retiré le peu d'envie qu'il te restait de t'entraîner tous les jours et de te faire mal finalement. Ah mais tout simplement, moi je suis quelqu'un qui croit beaucoup en la destinée. Je pense que y a des choses, Dame Nature a pour chacun d'entre nous une voie qui a été choisie. Et c'est vrai que cet épisode a enlevé le peu d'envie que j'avais en moi. C'est pour ça que même les propositions que j'ai eues entre-temps, j'avais Mourad qui m'a proposé d'aller à Toulon et tout, je lui avais dit non. Je pense que tu n'auras pas le joueur que tu as connu. Parce que je n'ai plus envie. Et donc c'était stop. Voilà. Tu te retrouves subitement retraité. Heureusement pour toi, tu avais déjà pas mal anticipé ta reconversion. Et depuis un moment, parce que tu avais même repris des études très poussées durant ta carrière dès 2009 avec une formation d'expert comptable, je crois. Oui, j'ai passé un DCF de comptable, je m'étais remis à l'école, à l'EDEC. Entre-temps, je me suis remis à Montpellier où j'ai passé un Master 2, je m'étais inscrit en thèse aussi. Donc voilà, j'ai toujours fait plusieurs choses en même temps. Ça a toujours été en toi, cette envie d'apprendre, de ne pas stagner. Mais je pars du principe que rien n'est acquis. Et que toute chose, si tu ne te bouges pas ou si tu ne bouges pas, de facto, tu te retrouves largué. Et pour moi, mon après-carrière, pendant ma carrière, j'ai toujours eu aussi la conviction qu'il fallait que je prépare l'après-pendant. J'avais tellement vu de grands joueurs, de grands noms, mais traverser des situations de stars, d'Apollon, à dépressif, à déchets, que je me disais non, il faut que j'ai le choix. Je veux me donner les moyens d'avoir le choix à la fin, de faire ce que j'ai envie, quand j'ai envie. Et le seul moyen pour moi, il faut que je puisse m'armer pour choisir ce que j'ai envie de faire. Et en plus d'apprendre, tu as aussi chez toi le besoin de faire, d'entreprendre, de diriger aussi. Déjà, quand tu étais joueur, ça paraissait comme une évidence en te côtoyant que tu développerais des activités diverses et variées. Ah oui, c'est vrai que moi, durant ma carrière, même en tant que joueur, on a créé des boîtes, je me suis associé, on a lancé plein de projets. Voilà quoi, j'ai créé une dizaine de boîtes ou une quinzaine dans ma vie. Voilà. Dès que je trouvais quelqu'un qui était partant pour qu'on fasse quelque chose, je me disais, tu vas apprendre. J'étais toujours curieux auprès des partenaires de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient, pourquoi, qu'est-ce qui les motivait, quel était leur driver. Donc je me suis toujours intéressé voilà quoi, à ce qui se passait en dehors. Et, vous savez, le sport de haut niveau, le rugby en particulier, te demande tellement
qu'il est d'une urgente nécessité. Il était d'une urgente nécessité pour moi, même en termes d'équilibre, de regarder, de voir ailleurs, de regarder ce qui se faisait ailleurs. Tu te souviens quand est-ce que tu t'es lancé pour la première fois, la première affaire? Tu étais allé banco, je m'investis. Ah oui, mais ça, ça c'était à Auch, ça, parce que... Déjà? On achetait, je voulais rouler dans les voitures, alors vu qu'on gagnait très peu à l'époque, on n'avait pas les moyens de s'acheter des voitures. Alors on avait créé une sorte de site où on vendait des voitures d'occasion qu'on allait acheter, on les lavait en bas de chez moi, je me rappelle, on les lavait en bas de chez moi, et on revendait, on roulait un peu, on vendait. Et c'est comme ça que j'ai roulé en Touareg pour la première fois de ma vie, parce que c'était un Touareg d'occasion, je roulais, on regardait sur Internet la côte Argus, et dès qu'elle baissait un peu, on revendait et on reprenait l'argent pour acheter autre chose. Et voilà. Donc, on a monté plein de trucs comme ça. Quoi. Voilà, je faisais beaucoup. Et voilà, on montait des affaires, après on a fait un peu d'immobilier. Voilà. Je me suis toujours intéressé un peu à tout ce qui permettait de faire du business, de la création de valeur. Comment tu arrivais à jongler en permanence entre toutes tes activités, en plus de celle de rugbyman professionnel, qui est déjà très prenante quand même? Je pense que Dame Nature m'a donné un métabolisme qui m'a aidé. Vu que je dormais déjà très peu, j'ai toujours dormi très peu, donc ça aide. Je ne fumais pas, j'ai jamais fumé, je ne buvais pas à l'époque. Et je n'étais pas du genre à écumer les bars ou encore les boîtes de nuit tous les soirs. Donc ça laisse un peu de temps quand même pour faire des choses à côté. Au rugby, de toute façon, il y a très peu de gens qui écument les bars et qui peu. boivent de la... Oui. Non. J'aimais ça. Mais bon, après, je suis quelqu'un d'hyperactif, hyper curieux. Je m'intéresse à tout ce qui se passe autour de moi. Donc, comme je dis, mon esprit est fait comme ça. Je vais passer par là, je vais voir qui est un boucher, qui fait son métier passionnément. Et je vais m'arrêter, regarder et lui parler, échanger avec lui. Et me dire, tiens, il y a ça qu'on peut faire. Il y a ça. Voilà, quoi. J'ai grandi comme ça. Quand j'étais au collège, j'étais dans tous les clubs. Voilà, j'ai un besoin viscéral de faire quelque chose, de construire. Et je m'épanouis d'ailleurs en partant d'une feuille vierge, on crée quelque chose, on le bâtit, on le construit et ça prend vie. Ce genre de choses me donne beaucoup de plaisir. En plus de président de Proval, tu es aussi devenu président de la FNAS. Oui, c'est la Fédération nationale des associations et des syndicats des sports, qui regroupe tous les différents syndicats des sports, le cyclisme, le foot, le basket, le hand, le volley, exactement. Et c'est très certainement ce profil de gestionnaire hyperactif, comme tu l'as dit, qui a amené Vincent Bolloré, le président du groupe Vivendi, à s'intéresser à toi et à te confier un rôle très important de directeur général de la filiale sport de Vivendi. Comment ça s'est fait, ça ? Là encore, une rencontre humaine à l'Olympia. La nuit du rugby, décidément. Voilà. Et Simon Monguila me dit, tiens, il faut que je te présente quelqu'un. Et voilà, dans un coin, voilà, il me présente M. Bolloré, le regard vif. Voilà, Kagiri qui me dit, bonjour, jeune homme, comment allez-vous? Enchanté. Écoutez, je pense qu'on fera des choses ensemble. Voilà, on discute comme ça. On a notre premier rapport là, ce jour-là. Et il se passe des mois et des mois. Et un jour, je suis à Barcelone, lors d'une finale, et Simon rentre dans le hall d'hôtel et on appelle M. Bolloré et on se revoit le mercredi d'après et je commence comme consultant. En 2016, pendant la finale du Racing contre Toulon. Voilà. Et je commence comme ça comme consultant du groupe. Et voilà. Et je travaille. Après, je suis rattaché à la direction des sports chez Canal là-bas et je fais différentes tâches et missions comme ça auprès des Vivendi Africa avec Mme Christine Pigère et je fais mon bout de chemin. Après, je rentre dans le groupe. Je deviens directeur des opérations. Après, directeur des opérations, directeur général. Et voilà, je fais mon petit bout de chemin. Aujourd'hui, comment se rythme ton emploi du temps, qui est chargé, je pense? Ben voilà, on va dire qu'une journée normale, pour moi, on commence le dimanche soir par préparer la semaine. Une fois que les enfants sont au lit, donc je m'assieds, je regarde déjà comment ma semaine va s'organiser, si j'ai manqué des choses, si j'ai changé. Le lundi matin, j'appelle mon DG de Proval, Mathieu. On échange, on fait un petit point, si on ne l'a pas fait le dimanche matin, sur ce qu'il y a à faire, pourquoi, comment. Après, je bascule dans ma semaine, différents rendez-vous, à gauche, à droite, mes réunions de service et les différents projets que je pilote. Le mardi, j'ai ma réunion de service à Vivendi. Et le mardi après-midi, avec mon DG de la FNAS, on échange, on fait aussi un point. Et ça ne s'arrête jamais. Voilà. Et c'est comme ça que je rythme ma semaine. On essaye d'être productif, on essaye d'être... Je dirais, j'essaie de donner du sens à ce que je fais. Voilà. C'est mon driver, j'essaie de donner du sens à ce que je fais. Et après, je ne compte pas mes heures. C'est-à-dire que je peux faire de 8h, 1h du matin, 8h, 2h du matin. Tu n'es pas aux 35 heures, toi.
Ah non, moi c'est quelque chose que je ne connais pas. 35 heures d'ailleurs. Un de mes anciens En 2 jours peut-être. m'avait menacé de me virer si je ne posais pas des congés. Voilà, quoi. Il m'a convoqué dans son bureau. Il me dit, Robin, ça va, assieds-toi. Écoute, je suis très content de toi. Je suis très très content de toi. Tu es un gros bosseur. Mais si tu ne poses pas des vacances là, tu ne prends pas soin de ta famille, je te vire. Voilà. Donc c'était assez... Oui, mais c'est pareil, vous savez... Quand on sort du monde sportif comme ça et on rentre dans le corporate, nous avons les skills, on a les savoir-faire pour nous exprimer dans ce milieu. Mais on n'a surtout pas les clés. Parce que pendant que nous avons joué, d'autres sont rentrés, ont de l'expérience professionnelle. Et d'ailleurs, je profite aussi de l'occasion pour dire merci voilà quoi, au groupe Vivendi, à M. Bolloré, à Simon, à Christine Pigère, voilà quoi, à tous ceux, Karim, tous ceux qui m'ont accompagné. Parce que quand je suis rentré dans le groupe, il a fallu que rapidement j'apprenne comment fonctionne une multinationale. J'avais la chance de côtoyer le top management, mais ça veut aussi dire que les attentes, les exigences étaient aussi de très 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 haut niveau. Et je le dis encore, ils m'ont donné la possibilité d'apprendre, mais en même temps de faire des choses incroyables. On a fait des choses juste qui étaient incroyables. On a vécu des choses avec mes équipes qui étaient incroyables. Un exemple, on a organisé une étape du championnat du monde de cyclisme en Afrique en 6 mois. On a créé une ligue de MMA. On a fait des trucs incroyables. Et par moments, je me rappelle, moi je rentrais, souvent, je me couchais, je me disais, mais comment j'ai fait tout ça? Voilà. Et en fait, j'ai eu la même approche que j'ai apprise dans le rugby. Une équipe composée d'hommes et de femmes, passionnés et qui ont envie de construire quelque chose ensemble. Et même encore aujourd'hui, quand je recrute des gens, ils sont toujours surpris durant l'entretien d'embauche que je ne leur parle pas de leur CV. Je présente d'abord notre histoire, l'entreprise, et je demande jusqu'où, comment pensez-vous pouvoir porter quelque chose et comment allons-nous faire chemin ensemble. Votre CV, les skills, on peut les avoir. Le savoir-être, par contre, non. L'envie, encore moins. Et c'est vraiment ça qui fait notre driver aujourd'hui. Et dans ce que je fais aujourd'hui, je me dis, il est possible aujourd'hui produire, de créer la valeur de façon durable. Il est possible de réinventer notre écosystème parce que je pense que l'écosystème du sport business est en train d'évoluer, à changer et va encore changer. Et j'ai envie de faire partie de ces game changers. Question récurrente de ce podcast. Si tu devais définir Robin Chalewatchou, le dirigeant, il ressemblerait plutôt à Max Guazzini, à Paul Gauze ou à Moed Altrad, trois des présidents que tu as connus dans ta carrière à Paris, Perpignan et Montpellier? Le mix des trois. Je vais dire parce que je pense qu'il faut avoir la persévérance et la ténacité et l'envie d'avancer d'un Moed pour faire ce que nous faisons. Il faut avoir l'intelligence du cœur de Max Guazzini et il faut avoir la vivacité d'esprit d'un Paul Gauze. Donc un peu des trois. Oui. Même si tu as arrêté depuis quelques années, tu dois te rappeler de ce bruit, la sirène. Ah oui. Dernière possession, il y a un bonus à aller chercher, donc pas d'en avant, botte pas en touche. En 2010, Marc Lièvremont avait pensé te sélectionner pour le tournoi Destination, celui où les Bleus font le Grand Chelem. Oui. Mais cela n'a pas été possible parce que tu avais joué un match avec la sélection du Cameroun. Est-ce que ça a été quelque chose de difficile à vivre pour toi à l'époque? Et est-ce qu'encore aujourd'hui, tu te demandes des fois qu'est-ce que ça aurait pu donner Robin Chalewatchou, international français avec ce maillot bleu? La pilule a été très dure à avaler. Très très dur. Parce que ça faisait 2 années que mes pairs estimaient que je faisais partie des meilleurs dans le championnat. Mais j'ai fini par tirer une conclusion. Je me suis dit, ce n'était pas pour toi. Parce que quand je prends du recul, je me dis, et je regarde mon parcours, je vois de là où je suis parti. Et la carrière que j'ai faite, même moi, je n'aurais pas misé sur moi. J'ai quasiment tout connu, les Barbarians, les clubs, la Coupe d'Europe, le challenge européen que j'ai gagné, le top 14. J'ai tout connu, sauf l'équipe de France. Et je me dis, il était peut-être dit que j'aurais tout, sauf ça. Et c'est peut-être ce ça-là qu'il faut que j'aille construire ailleurs et autrement. Et donc, aujourd'hui, justement, dans mon travail, quand je me projette, je me dis, eh bien, peut-être ce ça que tu n'as pas eu là-bas, on va peut-être défendre cette couleur de la France-là autrement.
sur le business. Et donc aujourd'hui, quelque part dans mon métier, quand je bouge en Afrique, je suis peut-être aussi l'ambassadeur de la France, autrement. Et c'est ce levier que tu as utilisé. Tu as été réélu président de Proval en 2019 pour 4 ans. Donc logiquement, on arrive à la fin de ton deuxième mandat. Et tu ne comptes pas briguer un troisième mandat? Non. Les gens ont souvent tendance à oublier que c'est moi qui ai modifié les statuts pour y mettre la limitation de mandat. Je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire au sein du syndicat. Je pense aussi, je suis de ceux qui pensent que les cimetières sont pleins de gens qui étaient prétendument irremplaçables. Il faut laisser la place à quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre vienne avec une autre dynamique, une autre envie et mettre sa patte à la chose. Donc aujourd'hui, l'essentiel de mon travail, c'est de préparer des bases saines pour que mon successeur ait la possibilité de faire encore mieux que moi. Et tu te vois briguer d'autres fonctions dans le rugby professionnel? Oui, peut-être président de la fédération, président allez, pourquoi pas. Il y a une place à prendre là. Je ne m'interdis rien. Je ne m'interdis rien. Je pense aujourd'hui, en toute humilité, que j'ai les qualités et le recul et l'expérience pour faire partie de cet univers de dirigeants du sport français et mondial. Mais la différence qu'il y a entre avant et aujourd'hui, je suis un père de famille. Aujourd'hui, il y a d'autres variantes et d'autres considérants qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. C'est de dire, est-ce qu'il faut peut-être pas faire une pause, se consacrer sur autre chose, à sa famille, à ses enfants, pour revenir plus frais après. Donc, ce sont des questions que je me pose aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas que je m'accomplisse aujourd'hui pleinement sur cet autre plan professionnel-là, que j'y mette toute mon énergie, pour revenir aussi plus aguerri après. Donc, je suis, d'ailleurs, en ce moment, je suis dans cette période, justement, de grande réflexion où on franchit le Rubicon de la quarantaine et notre ego a été nourri. On a joué dans des stades, 60 000, 80 000 places, on nous a applaudi. Dans la rue, on nous a reconnus. Donc, on se pose plutôt la question de dire qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Qu'est-ce que je vais laisser? Moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Je discutais avec quelqu'un l'autre jour et je disais, mais tu sais, ce que les gens pensent de moi au demeurant, voilà, le tracé est plat. Par contre, ce que pense ou pensera ma fille ou mon fils de moi à ce moment-ci, où ils comprennent la notion de partir, tu n'étais pas là, tu as travaillé, c'est extrêmement important pour moi, voilà, pour demain. Parce que je pense que si Dieu me donne longue vie, le plus beau cadeau quand on a 80 balais, c'est de s'entendre appeler papa avec passion. Pour moi, avec passion, pas par devoir, pas parce que le gamin n'a pas le choix, mais avec passion. Donc, toutes ces questions-là sont des questions, je pense, existentielles qui se posent à moi aujourd'hui. Dieu merci, j'ai la possibilité, j'ai le luxe d'avoir le choix de réfléchir, mais je ne m'interdis rien. Je pense que j'aurai un mot à dire demain encore dans le sport. J'en suis même intimement convaincu. C'est même nature dans la vie. Donc, oui, il est possible que demain, dans 1 an, 2 ans, je sois candidat aux élections fédérales, à la Ligue ou ailleurs. En 2024, il y a des élections pour la présidence de la FFR, tu te l'interdis pas? Par exemple, je ne m'interdis pas. Comme je peux décider de passer mon tour et revenir 4 ans après. Non, il suffit qu'il y ait de la cohérence pour moi, que j'ai des idées, un programme, et que des hommes et femmes partagent cela et qu'on forme une équipe et qu'on y aille. Mais dans la balance aujourd'hui, contrairement à avant, parce que je dis encore, je me connais, je suis plutôt un acharné. Quand je me mets dans quelque chose, je vais au bout. Dans la balance aujourd'hui, il y a aussi mon équilibre familial aussi qui compte énormément pour moi. Je me laisse le temps de réfléchir et je priorise ma famille pour l'instant. Dernière question, le sens de la politique qui semble inné chez toi, de convaincre, de charmer aussi. Du coup, la vraie question semble pas être plus est-ce que tu vas t'engager en politique un jour, mais quand? Et est-ce qu'on pourrait t'imaginer dans un futur plus ou moins proche, dans une liste politique X ou Y pour de prochaines élections, autres que rugby, mais pour le coup de la société? Je te rejoins sur un point. Je ferai la politique un jour. Même pour moi, c'est une certitude. Par contre, je ne la ferai que si j'ai l'intime conviction que durant ce mandat, j'apporterai quelque chose de structurant. Je ne ferai jamais la politique pour être figurant ou pour compléter un quelconque quota. Mais je ferai si j'ai la conviction que je vais apporter quelque chose. Mais la politique me parle. Plus ça va, plus j'embrasse le privilège de l'âge et je me dis qu'il faut que je fasse aussi des choses pour la cité. Je me considère comme étant quelqu'un qui est béni des dieux parce que
tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, tout ce que j'ai initié à marcher. Quand je prends le syndicat, c'était une supérette, j'en ai fait un hypermarché aujourd'hui avec les équipes. Donc, je considère être béni. Voilà quoi, il y a quelque chose de divin un peu qui m'accompagne. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Hein, j'ai eu la chance de rencontrer des gens. Quand je prends Mathieu Goudicili, aujourd'hui, c'est une véritable rencontre humaine entre nous. Donc, je pense, j'espère, j'ose croire, je touche du doigt. J'espère que j'aurai l'opportunité et la possibilité demain de pouvoir faire la même chose ailleurs, ici possible en politique. J'en serais ravi. Et comme je disais tout à l'heure, l'avenir nous le dira. On suivra ça avec beaucoup d'attention. Bien, merci infiniment, Robins, d'avoir été mon invité dans Terrain Conquis. C'était un réel plaisir de pouvoir échanger avec toi. Merci beaucoup. À très bientôt. Plaisir partagé. À bientôt.